On va commencer. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point la situation est impressionnante pour nous. Volontairement, j'ai mis pas mes lunettes, comme ça je ne vois même pas qui est dans la salle. On s'est réparti les tâches, enfin on ne s'est pas vraiment réparti les tâches, on espère que de notre double intervention qui est, voilà, ces deux points de vue différents, naîtra un écho suffisant et qui puisse permettre une réflexion qui donne, voilà, qui donne un cadre un peu différent par rapport à celui des ateliers. Donc rapidement, je me présente. Donc moi je suis Marianne Offray, je suis élue à la mairie du 14e arrondissement. Je suis maire adjointe en charge de l'urbanisme et de la santé. Précédemment, j'avais un mandat qui était, dans la délégation était la santé, les personnes âgées, les personnes handicapées. Et encore avant, de 2001 à 2008, j'étais en charge des crèches. Donc j'ai traversé un peu les différents lieux des politiques publiques. Je vous dis tout ça pour vous dire d'où je parle. Voilà, je pense que c'est important de savoir d'où on parle. À côté de ça, je suis diplômée en économie de la santé, donc ça donnera aussi probablement une teinte à ce que je vais vous raconter. Et dans mon travail, puisque les élus, le monde étant bien fait, travaillent à côté, et c'est sûrement une bonne chose. Dans mon travail, je suis chef de service, je dirige une équipe de psychologues qui intervient au domicile des locataires du parc social, auprès de 4 bailleurs. Donc je fais partie de l'association Aurore. Et donc ça fait un petit moment, on va dire, que j'essaye d'articuler les questions de ville et de santé dans mon travail, mais aussi dans mes missions politiques. J'ai l'intuition, comme d'autres dans la salle notamment, que s'y joue là quelque chose entre ville et santé, que s'y joue des possibilités immenses et évidemment par effet de miroir, des risques majeurs, dont le premier des risques est sûrement de passer à côté des possibilités immenses qu'offre cette collusion entre ville et santé. Alors on nous a demandé d'intervenir, j'ai plus le titre, la proximité dans les politiques publiques, une plus-value pour la santé bien-être. Ça, c'était le sujet de la dissertation. Alors, j'ai tenté de traiter ça pas comme une question rhétorique, mais sur une question sur laquelle on pouvait vraiment sérieusement se pencher presque terme à terme. Donc évidemment, j'ai passé le guet un peu tempétueux de ma réaction un peu épidermique aux mots un peu usés de la novlangue. Et j'ai vu le côté positif des choses, puisque après tout, on ne me demandait pas de faire une intervention sur l'implémentation synergique de la transversalité interinstitutionnelle, et je vous en remercie. Donc, j'ai procédé à l'envers. J'ai remonté la phrase, comme un saumon. Santé, bien-être. Alors, j'ai supposé que c'était celle de l'OMS, celle qui englobe, qui porte un idéal difficile à suivre, mais qui a le mérite de fixer un horizon suffisamment lointain pour qu'on porte la tête haute et qu'on regarde droit devant. La santé un peu plus loin que la mécanique des organes, même si elle comprend évidemment en partie cette mécanique des organes. On va dire la santé de Canguilhem qui interroge sur les frontières entre le normal et le pathologique, celle qui replace la question de la souffrance et de la subjectivité au centre du jeu. Donc la santé, presque comme le développement de nos capacités d'adaptation, comme fin et moyen de l'émancipation. Et c'est en ça que je pense que la santé est une question politique. Donc c'est comme ça que j'ai pris la santé. Alors la santé bien-être, son ambition est aussi une faiblesse. Au bout d'un moment, le problème c'est que bon, santé bien-être, ça fait un peu enseigne de parapharmacie, c'est vrai, ou alors sur un autre versant, ça finit par vouloir dire presque bonheur, voire vie, et puis au bout d'un moment, à force de vouloir tout dire, santé bien-être, on a du mal à exactement cerner de quoi il s'agit. Donc santé, je pense qu'il faut l'envisager là dans la question comme un projet commun, comme la vitalité du corps social, la santé comme un projet politique. J'y reviendrai, c'est un peu une obsession personnelle. Un projet politique et un projet humain. Et la santé enfin qui sait s'éloigner de l'hygiénisme et de la normalisation et qui reconnaît notre ambivalence à ne pas vouloir être que en bonne santé. Une part de nous jouit dans la douleur et c'est aussi de la santé. Alors je reprends ma phrase, je suis donc le saumon qui remonte cette phrase, la proximité dans les politiques publiques, une plus-value pour la santé bien-être. Gros stress. Je continue de remonter ma phrase et je me cogne contre un rocher, une plus-value.
pleine face. Donc après tout, retour sur investissement n'aurait-il pas été plus à sa place, ou prime de valorisation ou... Marx décrivait la plus-value comme la différence entre la valeur tirée d'une quantité de travail donnée et ce qui est payé au travailleur pour entretenir sa force de travail. Je ne pense pas qu'il s'agissait de ça non plus, mais donc je ne me braque pas, je passe plus-value et je continue à remonter le fleuve. Je suis dans un environnement bienveillant, tout va bien. La proximité dans les politiques publiques, une plus-value pour la santé et bien-être. Je remonte encore le fleuve et comme je me suis un peu pris et plus-value pleine face, je rêvasse un peu. Et je rêve à quelque chose qui vous est peut-être vous aussi familier. Je rêve qu'il n'y ait plus de PowerPoint. Moins de PowerPoint. Je rêve qu'il n'y ait plus de camembert XL. Je rêve qu'il n'y ait plus de ces instruments pleins de couleurs et de bonne volonté qui défendent nos donjons respectifs. Il y a dans la salle des gens qui viennent d'horizons différents et tiennent des donjons bien verrouillés. Nous avons besoin de penser ensemble. Ce n'est pas du blabla. Ce n'est pas du blabla. Nous avons besoin que quelque chose se déclenche. Donc, dans mon travail, celui que j'ai à côté de mon activité d'élu, nous animons des groupes d'analyse de pratique auprès des conseillers sociaux, des bailleurs sociaux. Donc, ce sont des psychologues qui arrivent et qui animent une réflexion des conseillers sociaux. L'une des postures de défense qui est naturelle, mais qui est très valorisée dans les cultures de travail des grosses institutions qui sont très pyramidales. Alors en plus, moi je viens de Paris, alors vous savez, les institutions pyramidales à Paris, on a déjà la ville de Paris, on a l'AP-HP, on a Paris Habitat, 130 000 logements, on est habitué aux gros mastodontes. Et alors, le problème, c'est que nos postures de défense, qui sont tout à fait naturelles, ben là, elles sont très valorisées. Verrouillez tout, fermez tout. Alors quand on anime ces groupes d'analyse de pratique, en fait... la première plainte qui arrive, c'est celle de dire « Oui, mais alors, c'est épouvantable, on nous demande en permanence des bilans, des écrits, des PowerPoint, des camemberts XL. » Et c'est vrai, c'est vraiment une plainte et on sent que ça souffre à ce niveau-là. Le problème, c'est que dès qu'ils en ont l'occasion, ils l'imposent aux partenaires extérieurs. C'est-à-dire qu'on... Et alors évidemment, les partenaires extérieurs, ça tombe un peu sur nous. Donc je suis sommée à chaque groupe d'analyse de pratique de produire un bilan. Je n'ai même pas encore commencé de parler que je suis sommée de produire un bilan. J'ai à peu près calculé que ça embolise un quart de mon temps, un quart de TP. Un quart de TP à produire des bilans sur quelque chose que je n'ai pas encore fait. Alors notre travail, évidemment, quand on anime ces groupes de pratique, c'est de supporter les attaques, c'est de tenir le cadre et de leur permettre de déposer une forme d'angoisse qui se répercute évidemment bien souvent sur les locataires, parce qu'une assistante sociale ou un conseiller social qui va mal, il répercute sur ce qu'il a sous la main, et en l'occurrence son public. Et encore une fois, c'est bien naturel. La question, c'est de travailler là-dessus. Donc nous, à cet endroit-là, on doit légèrement se décaler, on ne doit pas répondre à la demande massive de réassurance pour permettre un travail psychique qui leur permette d'accéder à une réflexion plus profonde sur leur pratique. On doit en fait créer de l'espace. Ça a l'air d'avoir rien à voir, mais vous allez voir, ça a complètement à voir avec mon sujet. On doit créer de l'espace. C'est-à-dire que sur quelque chose qui n'existe pas, on doit créer de l'espace intrapsychique, interpersonnel, intra-institutionnel. Quand nous tentons de médiatiser leur relation avec les CMP, par exemple, parce que faites l'expérience, dites à un psychiatre de vous envoyer un tableau Excel sur tous les éléments de la pathologie d'un locataire et une cartographie des risques. La réponse est non. Et le psychiatre, il raccroche. Dites à une assistante sociale, pressée par sa hiérarchie de produire un rapport qui comptabilise tout ce que la Terre peut porter de dénombrable, dites-lui « Oh, mais vous savez, il y a une amorce de lien, il y a un début de quelque chose, je le sens bien. » Elle raccroche. Nous devons créer de l'espace là, c'est-à-dire de l'espace, le fameux espace de la transversalité. Il y a des raisons pour lesquelles la transversalité, on n'arrive pas à la faire. Donc il ne s'agit pas de dire qu'il faut en mettre, il s'agit de dire comment est-ce qu'on peut agir pour que quelque chose circule dans l'espace qu'on crée entre les institutions, entre les individus, à l'intérieur de nos espaces psychiques, à nous. Alors voilà, la proximité dans les politiques publiques, une plus-value pour la santé bien-être, je remonte le fleuve et j'arrive enfin, mon intervention touche à sa fin, la proximité. Eh bien la proximité ne se déclare pas,
Elle s'antidéclare, je le pense profondément. Elle se déclare quand on arrête justement les grandes déclarations. On en a fait pendant ces 2 jours là, des grandes déclarations sur tout ce qu'il faudrait faire. La transversalité, la coordination, la synergie, on en a fait des grandes déclarations. Et pourtant, pour que quelque chose se déclenche, il faut qu'on arrête d'avoir un espèce de discours qui nous accompagne et ça finit par devenir un bruit de fond. Je pense que nous avons, nous, décideurs publics, vous, techniciens, quels que soient vos horizons, nous avons tous les chiffres, nous disposons de toutes les études, nous avons tous les éléments, il faut maintenant les utiliser. Imaginez le paysage institutionnel français, comme ça, une carte, pas un organigramme, une carte. Et un voyageur, que nous allons appeler Michel, parce que Michel, c'est courant, ça permet à chacun de s'identifier. Il a une maladie, un diabète, pas très grave, mais pénible, et par intermittence, il est obligé d'être hospitalisé. Il est déprimé, en plus, sa femme vient de le quitter. Ses revenus ont baissé, évidemment, puisque sa femme est partie, et au travail, c'est pas trop ça. C'est l'été 2014, il fait un temps pourri, je ne vous raconte pas l'ambiance, il va avoir besoin, ce Michel, d'un médecin d'hôpital, d'assistante sociale, d'un nouveau logement moins cher, d'une psy pour sa dépression, peut-être de quelques médicaments, peut-être une nouvelle femme et un parapluie, mais on écarte délibérément ces éléments. Eh bien, je vous dis, tout est possible, parce que ça va bien se passer, parce que le médecin, qui est au tarif Sécu, va l'envoyer au bon hôpital, qui n'attendra pas longtemps pour que la situation ne se dégrade pas. Donc l'assistante sociale de l'hôpital va se mettre en lien avec l'assistante sociale de secteur pour qu'il puisse travailler à un relogement chez un bailleur qui ne considère pas qu'un SMIC c'est trop peu pour payer et qui ne lui fera pas une proposition de logement à 50 km de son lieu de travail. Et puisqu'on parle de son travail, son médecin, en lien avec le médecin du travail, aura prévu avec l'entreprise une adaptation du poste de travail, temporaire ou pas, et tous les acteurs coordonnés seront alors dans une démarche de prévention. Et là, Michel rencontre Dominique, et enfin, à l'automne, il fait beau, c'est un peu l'été indien. Ouais, en fait, ou pas. Sur un malentendu, le médecin en secteur 2, Michel ne sait d'ailleurs pas ce que c'est, l'envoie dans un hôpital où je ne vous fais pas la liste de ce qui est susceptible de déconner. L'assistante sociale est en congé non remplacée. De toute façon, l'assistante sociale de secteur, elle ne veut pas lui parler. Elle dit qu'à l'hosto, ils ne font pas le boulot. Et celle de l'hosto, elle dit que le département, ils ne répondent jamais au téléphone. Michel dégringole, au CMP, c'est 4 mois d'attente, et puis ils ne prennent pas trop les petites dépressions parce qu'il ne faut pas tout psychiatriser, les divorces, ça fait partie de la vie, et que Michel, de toute façon, c'est surtout somatique. Enfin, en tout cas, Michel frôle le licenciement, avec tous ses retards le matin, puis il le frôle de moins en moins, invalidité, handicap à 79%, parce que sinon 80, il aurait le droit à des choses, donc 79%. Il n'a plus trop de sous et c'est dommage parce que l'AS de secteur, revenu de congé, lui dit « Michel, c'est bête, vous allez me dire, mais le bailleur Toto Habitat, il demande un certain niveau de revenu et là, vous ne gagnez plus assez. » Vous allez me dire « C'est bête, mais quand bien même en cas d'expulsion, vous auriez un jour besoin d'aller vers l'hébergement, c'est centralisé, Michel, et un petit passage à la rue vous rendrait prioritaire. » Alors avec votre diabète, oui c'est sûr, c'est pas l'idéal, de toute façon avec votre pension plus la hache, vous ne pouvez plus prétendre à la CMU, vous gagnez trop Michel. Donc voilà pour la petite histoire, sauf que beaucoup des Michel, du 14e arrondissement en tout cas, ont plus ou moins échoué dans mon bureau à ma permanence d'élu. Ils y revenaient un peu hagards pour y trouver une sorte de proximité, voilà à nouveau le terme, mais je ne crois pas que c'est celle dont on parlait. La ville, en tant qu'entité politique, est le lieu de l'articulation des politiques publiques, notamment celles favorables à la santé. Bien sûr que j'ai bien compris que la santé, c'était géré sur les régions, c'était des budgets d'État, mais c'est dans la ville qu'on peut faire que l'espace soit créé entre les institutions. Alors, ce n'est pas tant par sa taille, la fameuse taille critique, on en parlait tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est une ville qui aura une taille critique? Il y a 36 000 communes. Je pense que la plus petite a 0 habitant et la plus grande en a 3 millions. On doit pouvoir trouver quelque chose comme une taille critique quand même quelque part. Mais ce n'est pas tant par sa taille, je pense, que la ville est intéressante comme opérateur de la mise en œuvre de la santé publique. Je pense que c'est par sa forme et par sa légitimité. Et d'ailleurs, il est très possible que ce soit un écho l'un de l'autre. Sa forme, parce qu'en fait, les élus sont habitués à se saisir de tout.
C'est-à-dire que vous recevez des courriers à la fois parce que le trottoir est trop petit, parce que quelqu'un veut faire la révolution, parce que la belle-mère n'a pas trouvé de place en EHPAD. Donc l'élu est habitué à s'autosaisir, donc c'est pas tant parce que la ville est à la bonne taille que parce qu'en fait nous avons une pratique de la création d'espace et de la création de transversalité, la fameuse. J'arrive vers la fin, la place de la ville, des élus est d'animer, d'irriguer, de décomplexifier et d'acculturer les multiples institutions qui prodiguent le soin et l'aide, de se faire médiateur, traducteur, mais aussi concrètement. Parce que généralement la question arrive, oui mais concrètement. Je vous parle de la chose la plus concrète que j'ai jamais faite en 13 ans. Trouver ma place dans le paysage institutionnel. Et ma place est dans l'estuaire, justement parce que je suis un saumon et que j'ai remonté ma phrase. Ma place est dans l'estuaire, elle est entre les choses, entre l'eau du fleuve et celle de la mer. Je suis entre, et pas seulement parce que je suis un saumon, donc, mais parce que la ville est le liquide interstitiel entre les institutions. La ville ne doit pas être une institution de plus, elle doit être le liquide qui circule entre les îles. Alors ça peut paraître un petit peu ésotérique comme ça, et pourtant c'est une expérience extrêmement concrète et ce sera probablement la seule solution. Alors, le liquide interstitiel, évidemment, elle ne doit pas être une cellule de plus, elle doit être l'espace rendu palpable entre les institutions. La métaphore du liquide peut être filée à l'infini d'ailleurs, parce que quand le transport d'un patient entre l'hôpital de jour et l'école n'est pas prévu, par exemple, la ville ne crée pas une flotte d'ambulances, elle ne crée pas des établissements qui seraient à la fois hôpital de jour et école. Elle appelle l'hôpital de jour et elle appelle l'école et elle dit « il va falloir s'arranger là parce qu'il y a un espace qui n'est pas couvert ». Donc il faut aller chercher les institutions et les pousser à aller un tout petit peu plus loin que leurs missions respectives. Il faut qu'elles se créent des eaux territoriales, ces institutions. Alors après, évidemment, quitte à nous d'aller réclamer des postes à l'école, des postes à l'hôpital de jour, et on le fait, parce qu'on incarne aussi ce discours politique qui est légitimé par le fait qu'on est précisément au centre de la demande, des demandes multiples. Alors voilà, la ville est responsable qui ne demande pas l'impossible, mais enfin, cette place que je revendique dans l'estuaire fragile et fertile. Alors du coup, je me demande vraiment si j'aurais pas dû en fait vous parler de l'implémentation synergique de la transversalité interinstitutionnelle, parce qu'en fait, c'est le sujet, l'implémentation, c'est-à-dire quels outils de cette fichue transversalité qui n'existe pas, on va mettre en place. Eh bien, je vous propose comme outil d'être l'eau et de ne pas être l'île. Voilà.